Inclinaison, inclinaison. 25 secondes ont suffi pour que le vol Sriwijaya 182 échappe totalement au contrôle de ses pilotes. Redressez. Et plonge dans la mer de Java. La vitesse de l'appareil frôlait la vitesse du son au moment où il est parti en piquet. La force de l'impact l'a littéralement pulvérisé. Ses 62 occupants sont morts. En tant qu'enquêteur, la charge nous revient d'expliquer aux familles des victimes les causes de l'accident. En examinant les enregistreurs de vol, Ça a commencé ici. les enquêteurs découvrent une panne passée inaperçue. Le système a laissé passer ce problème sans réagir? On dirait bien. C'est assez étonnant. Difficile de comprendre comment ils ont pu passer à côté. Il est un peu plus de 14 heures à l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta, en Indonésie. Le vol Sriwijaya 182 est au roulage vers la piste. Son départ a été retardé en raison de la mousson. On dirait que ça se dégage. Tant mieux. Le pilote aux commandes est le commandant Afwan, 54 ans. Son copilote en charge des instruments est Diego Mamait, 34 ans. Le capitaine et le copilote sont tous les deux des pilotes expérimentés. Ils totalisent des milliers d'heures de vol, dont la plupart sur 737. En cette période de pandémie, l'avion est à moitié vide. Les 56 passagers sont tous indonésiens. Le Boeing doit décoller de Jakarta, survoler la mer de Java en mettant le cap au nord-est jusqu'à Pontianak, sur l'île de Bornéo. L'avion est le moyen de transport principal en Indonésie. C'est un archipel composé de très nombreuses îles et l'aérien est le moyen le plus pratique de les relier les unes aux autres. Les pilotes réalisent la checklist avant décollage. Automanette. Armé. Volet. 5. Trim. Sur décollage. Leur appareil est un Boeing 737-500 de 26 ans. Les 737 sont les avions les plus adaptés à ce genre d'archipel. Il peut évoluer sur des pistes assez courtes et il a été conçu pour des vols de court courrier. Il peut opérer une douzaine de rotations par jour. C'est une bête de somme. Sriwijaya 182, autorisé au décollage, piste 25 droite. Piste 25 droite autorisée au décollage. Sriwijaya 182. Prêt? Prêt. Le planning du jour s'annonce chargé. Poussez décollage. Ils doivent réaliser plusieurs rotations d'affilée. Accélération 89. V1, rotation. V2, vario positif. Train rentré. « 400. Volet 1. Juste après le décollage, Autopilote. le commandant enclenche le pilote automatique. Volet rentré. En général, les pilotes ont recours aux automatisations le plus vite possible, pour ne plus avoir à garder les commandes en main et pour pouvoir se focaliser un peu plus sur l'appareil et les autres tâches. Cap entrée. Au bout de 2 minutes de vol, le commandant active le maintien de cap. L'avion vole désormais tout seul vers sa destination.
Dans la cabine, les passagers se préparent à un vol d'1 heure et demie. Alors que l'avion prend de l'altitude, le commandant règle la poussée sur le régime de montée. Les moteurs à réaction, comme tout autre moteur, s'usent plus vite lorsqu'ils tournent à haut régime. La puissance est donc réduite pour préserver l'appareil de cette usure. Commandant, Au bout de 3 minutes de vol, le copilote remarque quelque chose d'alarmant. on dirait que ça va secouer devant. On fait en sorte de ne pas trop stresser les passagers. Donc on évite de voler à travers les orages. On va contourner par le sud. Demande si on peut mettre le cap à 075. D'accord. Demande autorisation de voler au 075 pour éviter l'orage. Sriwijaya 182. Sriwijaya 182, autorisé pour le 075. 075, Sriwijaya 182. Les pilotes ont l'autorisation de faire un détour. Mais le trafic aérien est très important dans le secteur. Sriwijaya 182, stoppez la montée à 110. Ils doivent maintenir une altitude de 11 000 pieds, soit 3 500 mètres. On stoppe la montée à 110, reçu. Sriwijaya 182. Commandant, vous entrez l'altitude sur l'autopilote? 110. Le Boeing poursuit son virage vers la droite. Au bout de 3 minutes et demie de vol, On approche des 11 000. il arrive à son altitude de croisière. 11 000 pieds. Dans la cabine, les passagers sentent que l'avion s'incline vers la gauche, jusqu'à voler sur la tranche. À Jakarta, les aiguilleurs du ciel constatent que le vol 182 est sorti de sa route. Ils s'inquiètent de son sort. Sriwijaya 182, quel est votre cap? Aucune réponse. À cet instant, le Boeing fonce vers la mer de Java à toute vitesse. Commandant, Le commandant de bord tente de reprendre le contrôle de l'appareil. commandant, commandant! Enfin. La vitesse de l'appareil frôlait la vitesse du son au moment où il est parti en piqué. La force de l'impact l'a littéralement pulvérisé. Un peu plus de 4 heures après la disparition du vol 182 des radars, les équipes de recherche et sauvetage atteignent sa dernière position connue, au large de Jakarta, en pleine mer de Java. Ils ne trouvent que des traces de carburant, quelques débris et des corps. Le 737 a été désintégré. Ses 62 passagers et membres d'équipage sont morts. L'Indonésie, qui a connu plus de 700 crashs aériens en une dizaine d'années, est l'une des pires zones noires du trafic aérien mondial. Il fallait résoudre très rapidement cette enquête. Les gens avaient besoin de comprendre les raisons du crash pour avoir à nouveau confiance. Des plongeurs retrouvent assez vite l'épave de l'avion, ensevelie sous la vase à 15 mètres de profondeur. L'épave était dispersée sur une zone très large. C'était la saison des moussons, avec beaucoup de vent et de pluie. Les opérations de récupération n'étaient pas simples. L'enquête est confiée à l'administration indonésienne en charge des investigations sur les accidents aériens, le KNKT. Ray Norcayo est chargé de la superviser. Il visionne les images du crash du vol 182 à la recherche d'éléments permettant d'identifier une cause. C'est Ray. Oui, je suis en train de regarder les images. Les débris sont de petite taille.
On les a retrouvés sur quelle surface? 80 mètres par 110. D'accord. Merci. J'ai eu un choc en voyant les débris. Tout était totalement détruit, y compris les pièces les plus robustes, comme les réacteurs. Ça donnait l'impression d'un impact à très grande vitesse. Les débris de l'avion étant ensevelis sous la vase tapissant le fond marin, il est impossible d'établir la cause du crash en se basant sur leur étude. Les recherches se concentrent donc sur les 2 boîtes noires. Les boîtes noires contiennent des informations indiquant les paramètres de vol de l'appareil, le fonctionnement de ses instruments et les échanges entre les pilotes. Elles étaient nécessaires à la compréhension du déroulement des faits. On va voir les données du radar. En attendant, les enquêteurs s'intéressent aux éléments en leur possession tels que les enregistrements du radar. Tout a l'air de bien aller. Ils mettent le cap sur leur destination. Ils dévient à gauche. Et là, c'est la chute. Le vol 182 fait une chute vertigineuse de plus de 3000 mètres en 25 secondes seulement. Les 2 pilotes étaient expérimentés. Pour qu'un tel accident se produise, il a fallu que quelque chose de grave se passe et entraîne la perte de contrôle. Est-ce que l'équipage a signalé un problème sur leur appareil? Non. Le contrôle aérien détient peut-être la clé du mystère. Ils ont juste demandé à changer de cap à cause de la météo. Demande autorisation de voler au 075 pour éviter l'orage. Sriwijaya 182. Sriwijaya 182, autorisé au cap 075. 075 Sriwijaya 182. Les conditions de vol en Asie du Sud-Est sont difficiles. C'est un climat tropical avec beaucoup d'orages et des pluies intenses dues à la mousson. Alors voyons dans quoi ils se sont retrouvés. La météo a-t-elle été un facteur de cette tragédie? Il faut récupérer toutes les données météo afin de vérifier si l'appareil a pu subir les effets d'une force extérieure, comme des vents cisaillants. Ici, on a un orage. Les enquêteurs scrutent les images des satellites météorologiques au moment du crash. Affiche le plan de vol. Ils ont clairement contourné l'orage. Ils n'y sont pas entrés. Mais il y avait de la couverture nuageuse. Le pilote ne s'est pas aventuré dans l'orage, mais la nébulosité l'empêchait tout de même de voir l'horizon. Cap entrée. Sans plus d'éléments, difficile de savoir si ces nuages ont joué un rôle dans le drame. Au bout de 3 jours de recherche, l'une des boîtes noires est retrouvée. The flight data recorder has been found. La seconde, celle contenant les voix des pilotes, a été totalement détruite pendant le crash et sa carte mémoire a disparu. Les plongeurs doivent continuer à fouiller la vase pour la retrouver. Ces boîtes permettront-elles de faire toute la lumière sur le terrible crash du vol 182? It will take us 2 to 5 days to read the record. Hopefully, everything will be fine, and the mystery of this incident can be unveiled. Quelques jours plus tard, les enquêteurs ont enfin accès aux données stockées par l'enregistreur de vol. Regardez. Les manettes de gaz devaient être au même niveau. Mais ce n'est pas le cas. Celle du moteur droit est plein gaz et l'autre est au minimum.
Il découvre que les manettes commandant la puissance des deux réacteurs n'indiquent pas du tout la même valeur. Cette découverte a été un élément clé de l'enquête. Ça a expliqué pourquoi l'avion s'est mis à dévier de sa trajectoire et est parti en piqué avant de se crasher. Avec un tel déséquilibre, l'avion est parti sur le côté. Il y avait beaucoup plus de poussée sur le moteur droit que sur celui de gauche. Mais comment cet écart peut-il s'expliquer? Ça commence au moment où il passe sur la puissance de montée. 2 minutes et demie après le décollage, le commandant sélectionne sur son pilote automatique la poussée de montée pour réduire la puissance des moteurs. L'avion a besoin de moins de puissance. Cet automatisme doit ramener les manettes en arrière. Mais l'un des deux n'a pas bougé. Pour atteindre la puissance attendue, le pilote automatique a continué à réduire la poussée à gauche bien en dessous de sa position normale afin de compenser celle du moteur droit. Manifestement, quelque chose a gêné le mouvement de la manette droite. Soit c'est un problème lié à l'automanette, soit c'est un blocage mécanique qui l'a empêché de revenir en arrière. Même s'il y a eu une asymétrie de la poussée, les pilotes sont entraînés à réagir dans ce cas de figure. Notre principale question pour expliquer ce crash était pourquoi le réglage de poussée des deux réacteurs était à ce point déséquilibré. 1 minute après l'apparition du problème, l'avion s'incline vers la gauche. Il faudra 15 secondes au commandant de bord pour reprendre les commandes manuelles. Ce n'est pas la seule chose étrange. Alors qu'il aurait dû remettre l'avion en palier, il l'incline encore plus sur la gauche. Inclinaison. Inclinaison. Pourquoi est-ce qu'il pousse le manche dans le mauvais sens? Regarde. On dirait que le manche était tourné vers la droite. C'est parce que le pilote automatique cherchait à contrer le roulis à gauche. En restant plein gaz, le réacteur droit a entraîné l'inclinaison de l'avion sur la gauche. Le système de pilotage automatique a cherché à compenser. Quand le commandant a regardé le manche, il a dû se dire que l'avion virait à droite. Le pilote saisit les commandes, coupe les automatismes et tourne le manche vers la gauche. C'est exactement l'inverse de ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là. L'inclinaison devient trop importante et devient irrécupérable. Inclinaison. 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 Commandant. 8 secondes avant de percuter la mer, le commandant tente de reprendre la main. Commandant. Commandant. Il ramène enfin la manette du réacteur droit à 0, mais il est trop tard. Commandant! Ce qui aurait pu être un simple problème d'angle de roulis est devenu une situation entraînant la perte totale de contrôle de l'appareil. Mais comment les pilotes se sont retrouvés dans cette situation? Les enquêteurs doivent établir pourquoi la manette du réacteur de droite est restée coincée en puissance de décollage. Mais l'épave est inexploitable. Ils doivent donc chercher des réponses ailleurs. Ils s'intéressent alors au carnet de maintenance du Boeing 737 opéré par Sriwijaya Air afin d'essayer de comprendre pourquoi cette manette des gaz n'a pas répondu. Tu as réussi à mettre la main dessus? Oui, mais ça risque de prendre du temps pour tout éplucher.
Le carnet remonte jusqu'à 2012, au moment où la compagnie a commencé à louer le 737, déjà âgé de 18 ans. Les carnets de maintenance sont des sources précieuses d'informations sur la santé générale d'un appareil et permettent de vérifier si l'entretien a été correctement effectué. Après chaque vol, le carnet de maintenance est consulté par un technicien. Tous les problèmes rencontrés pendant un vol y sont consignés. L'avion avait une moyenne de 7 vols par jour. Le carnet fait 10 000 pages. Bon. Ben, on s'y met. Ouais. L'inspection du carnet va prendre du temps. De leur côté, les familles des victimes attendent des réponses. Ma responsabilité de directeur d'enquête était de mener les investigations à bien pour répondre aux attentes des familles. Face à des situations aussi tragiques, il est primordial de pouvoir leur expliquer ce qui a causé la mort de leurs proches. J'ai quelque chose. Après plusieurs semaines passées à consulter le carnet, les enquêteurs découvrent quelque chose d'inquiétant. Ce Boeing est entré en service chez Sriwijaya au printemps 2012 et il s'est écrasé en 2021. Le 7 novembre 2013, un pilote signale un problème d'automanette. Et on peut voir 64 signalements du même type de panne. Le dernier remontant à 5 jours avant le crash. C'est incroyable. Aucun signalement n'a été détaillé. Parmi ces rapports, aucun ne mentionne un écart de manette des gaz. Ils font uniquement mention de défauts d'automanette. On n'a aucune information spécifique sur les incidents. Comment ils ont réagi? Ils ont essayé plusieurs choses. La plupart du temps, ils ont juste nettoyé les contacteurs du calculateur, vérifié la mise à jour du logiciel. Le strict minimum. La seule réaction des mécaniciens face aux défauts d'automanette a été de vérifier si le calculateur et le logiciel dont elle dépend fonctionnaient bien ou non. L'opération la plus souvent réalisée consistait simplement à débrancher le système, à nettoyer les connecteurs et à le rebrancher. Ensuite, un diagnostic était lancé depuis le poste de pilotage pour vérifier la disparition du problème. Diagnostic. Ils ont juste nettoyé les connecteurs, lancé le diagnostic et considéré que le problème était réglé. Mais les pannes ont continué à se succéder. Le simple nettoyage des connecteurs n'était pas suffisant face à ce type de panne. Les mécaniciens auraient dû rechercher beaucoup plus loin la cause de la panne. Ils ont fait autre chose? Oui. Entre 2014 et une semaine avant le crash, ils ont remplacé plusieurs pièces du calculateur. Et ils ont lancé le même diagnostic. Aucun défaut n'est apparu. Alors l'avion a été remis en service. Mais la même panne a continué à se produire à quelques semaines d'intervalle. Pourquoi le diagnostic n'a pas révélé de défaut? Parce qu'il est limité. Ce système ne contrôle que le calculateur de l'automanette et son alimentation électrique. Impossible de détecter un problème d'origine mécanique, comme venant d'un câble, par exemple. Ils n'ont fait qu'un contrôle superficiel de la situation. Ils se sont contentés de lancer un diagnostic ne permettant de vérifier qu'une petite partie de tout le fonctionnement de l'automanette. Diagnostic réussi. On a revérifié partout dans le carnet s'ils ont fait un contrôle visuel des câbles jusqu'au moteur. Et? Ça n'a jamais été fait. Existait-il dans ce 737 un problème mécanique persistant que la compagnie a échoué à détecter? L'épave du vol 182 étant disloquée au fond de la mer de Java,
les enquêteurs décident de suivre une autre voie pour mener à bien leurs investigations à ce sujet. Est-ce que la compagnie a d'autres 737-500? Je regarde. Oui. Même génération et période d'entrée dans la flotte. On va voir si les mêmes problèmes ont été remarqués. Est-ce que les enquêteurs vont trouver la réponse à la raison du crash du vol 182 dans un autre appareil de la Sriwijaya? Ils se focalisent sur un avion du même modèle appartenant à la flotte de la compagnie aérienne. Cela afin d'espérer comprendre ce qui a bloqué la commande des gaz. On ne pourra pas recréer le diagnostic, mais on peut vérifier le fonctionnement mécanique. Ça résiste. Une résistance anormale dans une commande de vol peut être due à un obstacle entraînant une friction du câble. Ok. Voyons d'où ça vient. Les enquêteurs vont explorer en profondeur le cheminement du câble. Ça n'a pas été nettoyé depuis un bon moment, si ça l'a jamais été. Regardons l'état des câbles. Il ne suffit pas de contrôler visuellement l'état du câble de la manette. Il faut partir de son point de départ et aller jusqu'à son arrivée, c'est-à-dire du tableau de bord au moteur de l'appareil. Envoie la caisse. En examinant le câble sur toute sa longueur grâce aux trappes de maintenance, il est possible de repérer à quel endroit la résistance se crée et à quoi elle est due. Quand on se livre à ce genre d'inspection, on recherche deux choses. Tout ce qui peut être visuellement anormal ou tout ce qui pourrait être collant ou coincé. C'est plein de lubrifiants séchés. De la poussière, de la rouille. Tout est réuni pour qu'un câble soit grippé. Le grippage empêche le libre mouvement de la manette, comme si le câble était pincé. Bon. On a deux avions du même type, du même âge, avec le même entretien. On peut imaginer que le vol 182 a eu le même problème. Les enquêteurs pensent que le câble de la manette des gaz droite était grippé, ce qui a coincé la commande. Pour compenser, le pilote automatique a réduit la puissance à gauche. Reste à savoir comment la compagnie aérienne a pu laisser ses câbles se dégrader à ce point. On ne fait pas voler un avion avec des commandes grippées. Tous les mécaniciens au monde le savent très bien. Il faut isoler le problème et garder au sol tout appareil dont les commandes ne répondent pas totalement librement. Parfait. Merci encore. Les représentants de Sriwijaya Air sont interrogés afin d'établir pourquoi aucune alerte n'a été donnée concernant ce problème. Ça, c'est intéressant. Quoi? Selon la direction, la panne ne s'est pas suffisamment répétée pour entraîner un maintien au sol ou une inspection. Donc, ils ont laissé les câbles dans cet état. Comment 65 signalements peuvent ne pas être assez? Parce que ce n'est pas la définition d'une panne répétée. D'après le ministère indonésien des Transports, pour qu'une panne soit répétée, il faut qu'elle se produise au moins 3 fois tous les 15 vols sur le même appareil. Le délai entre 2 pannes d'automanette sur le vol 182 était supérieur. Donc le système a laissé passer ce problème sans réagir? On dirait bien. Ça me paraît étrange qu'il puisse y avoir un tel écart entre les deux manettes sans alarme. Est-ce que l'avion a une sécurité qui se déclenche en cas d'asymétrie des commandes de gaz? Je regarde. Le 737 avait cette particularité d'avoir des manettes de commande des gaz totalement indépendantes. C'est pour cela qu'il était possible de se retrouver avec une asymétrie importante de ces commandes. Bien vu.
Le 737 a en effet un système de déconnexion de l'automanette. Ce système est le CTSM. Il est conçu pour détecter toute asymétrie des commandes des réacteurs droit et gauche en configuration de croisière. Le CTSM désactive l'automanette avant que la différence de poussée soit trop importante pour être corrigée par l'autopilote. Fonctionnait-il correctement? Alors, l'automanette doit se désactiver si la situation répond à 3 critères. Les volets sont à moins de 12,5 degrés. La différence de poussée entre les deux réacteurs est d'au moins 700 livres. Et l'un des spoilers reste sorti à plus de 2,5 degrés pendant plus d'1 seconde et demie. Les spoilers sont des surfaces de commande fonctionnant en tandem avec les ailerons pour contrôler le roulis. La situation à bord du vol 182 répondait-elle aux critères pour que le CTSM déconnecte l'automanette? Alors, les volets étaient à 0. Premier critère. L'écart de poussée entre les deux moteurs a atteint les 700 livres. Deuxième critère. Et le spoiler a été déployé à 2,5 degrés pendant 1 seconde et demie. Troisième critère. Mais l'automanette ne s'est déconnectée que 30 secondes après le déploiement du spoiler. Les enquêteurs savent maintenant que le CTSM, dernière ligne de défense de l'avion en cas d'asymétrie de la poussée, a tardé à s'activer. Le CTSM aurait dû couper l'autopilote et l'automanette. Une alarme aurait sonné dans le poste de pilotage, ce qui aurait attiré l'attention des pilotes, qui auraient alors regardé les manettes et constaté qu'il y avait un écart entre les deux. Alors, pourquoi a-t-il fallu 30 secondes pour que le CTSM s'active? On ne trouvera pas la réponse dans l'épave. On ne pouvait pas compter sur les débris éparpillés au fond de la mer pour trouver la réponse. Alors il a fallu chercher ailleurs. Il se tourne à nouveau vers le carnet de maintenance du 737 afin de trouver une explication à ce défaut de fonctionnement. Alors? Rien. Apparemment, il n'y a aucune recommandation de contrôle. Nous avons découvert qu'il n'y avait aucune instruction de contrôle de CTSM de la part du fabricant sans détection préalable d'une anomalie. Impossible d'établir ce qui a pu causer ce retard de déclenchement de 30 secondes qui s'avérera fatal. Ce n'est pas tout. Même si le CTSM a coupé l'automanette avec 30 secondes de retard, ça n'explique pas pourquoi les pilotes n'ont pas visuellement constaté l'asymétrie. On va écouter l'enregistreur. En analysant la captation audio des bruits ambiants du cockpit, les enquêteurs espèrent découvrir la raison de la réaction tardive de l'équipage. Nous sommes 3 mois après l'accident. La boîte noire contenant l'enregistrement des conversations vient d'être retrouvée par les plongeurs sous-marins. We did it systematically. And thank God, last night at 8 o'clock, we found it. Elle permettra peut-être de comprendre pourquoi les pilotes ont tardé à réagir et pourquoi la correction d'assiette s'est faite dans le mauvais sens. Alors, commençons au moment où la poussée diverge. Voyons s'il le remarque. Demande d'autorisation de voler au 075 pour éviter l'orage. Sriwijaya 182. Sriwijaya 182, autorisé pour le 075. 075, Sriwijaya 182. On approche du 110. 1-1-0. Aucun mot au sujet des manettes.
Maintenant, l'appareil s'incline sur la gauche. Dans le cockpit, une remarque se fait attendre. Ils ne remarquent rien. Ils ne sont pas concentrés sur l'appareil. C'est à ce moment-là qu'un des pilotes doit se focaliser sur les instruments. L'enregistrement prouve que les pilotes savaient que quelque chose n'allait pas à bord. Mais un simple contrôle de l'horizon artificiel leur aurait révélé que l'appareil s'inclinait à gauche et non pas à droite. En regardant le manche, ils auraient vu qu'il restait tourné vers la gauche, sans se recentrer après avoir manœuvré vers la droite. Et surtout, s'ils avaient regardé les manettes des gaz, ils auraient compris que la poussée était asymétrique. Les pilotes auraient dû immédiatement faire ces 3 contrôles visuels. Un seul d'entre eux leur aurait permis de comprendre l'origine du comportement de l'avion. Ils ont laissé l'autopilote et l'automanette gérer entièrement le vol. Automanette. Armée. Ce phénomène est un effet pervers des automatisations. Les pilotes se reposent de plus en plus sur les systèmes automatiques pour faire voler leur appareil. Ils finissent par oublier de se dire que quelque chose pourrait ne plus fonctionner. À quel moment ont-ils réalisé qu'ils prenaient du roulis à gauche et pas à droite? Écoutons ça. Au neutre. Sriwijaya 182, on monte à l'altitude 130, bien sûr. 1-3-0? 130. Inclinaison, inclinaison. Inclinaison, inclinaison. Ils ne comprennent pas. Ils sont désorientés parce qu'ils volent sans visibilité extérieure et qu'ils ne regardent pas les instruments. L'alerte d'inclinaison les déstabilise totalement. Les pilotes étaient sidérés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Inclinaison, inclinaison. Altitude, altitude. Le commandant de bord entend l'alerte. Il regarde son manche, voit qu'il est incliné vers la droite, alors il vire à gauche, ce qui aggrave la situation. Comment a réagi le copilote à ce moment-là? Inclinaison. Inclinaison! Commandant! Commandant! Vite! Redresser. Altitude. Inclinaison. 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 Le copilote n'aide pas du tout. Il a totalement oublié les procédures. Inclinaison. 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 À ce moment-là, le copilote aurait dû donner au commandant des informations cruciales. L'altitude, l'inclinaison à droite ou à gauche et l'angle d'attaque, en montée ou en descente. Même après la coupure de l'automanette, il faut encore 10 secondes au commandant pour ramener la manette de gaz droite à 0. L'alerte de coupure de l'automanette n'a pas suffi à attirer son attention. Ça, c'est l'alarme de VNE. 15 secondes après être parti en piqué, l'avion frôle la vitesse du son. Il est sur le point de se disloquer. Dans le cockpit, l'alarme de survitesse retentit. Commandant! En condition de survitesse, il réalise qu'il doit réduire la poussée des réacteurs. C'est là qu'il décide d'agir sur les manettes. Il constate que la poussée est asymétrique, mais un peu trop tard.
Si l'avion avait volé un peu plus haut, à 30 000 pieds par exemple, les pilotes auraient pu reprendre le contrôle. Dans leur rapport, remis plus d'1 an et demi après le drame, les enquêteurs soulignent les nombreux dysfonctionnements qui ont conduit au crash du vol 182. Le plus grave a été le fait de ne pas prêter attention à ce que leur avion leur indiquait pendant ce vol. What happened was the sense of confidence and complacency towards the automation system may have caused poor monitoring and awareness of other instruments and activities. Le rapport met également en lumière un dysfonctionnement du suivi de l'entretien de l'avion et de la gestion des pannes d'automanette, à la fois par les mécaniciens et leur encadrement. C'est assez incroyable de voir que de nos jours, ils n'ont pas pris le temps d'immobiliser l'avion pour résoudre le problème. Il faut toujours faire passer la sécurité des vols avant tout et prendre toutes les mesures pour résoudre les pannes qui se présentent. Aucun pilote ayant signalé la panne d'automanette n'avait évoqué d'asymétrie, alors qu'ils auraient dû le faire. À aucun moment cette précision n'a été donnée. Si le problème n'est pas clairement énoncé, personne ne peut le traiter. La compagnie a été sommée d'améliorer la formation de ses pilotes et de ses mécaniciens. Depuis ce crash, elle a perdu de l'importance. Elle n'opère plus désormais que 4 appareils. Un seul d'entre eux est un 737-500. Cet accident a permis de réaliser qu'un petit problème peut entraîner une catastrophe. Il ne nous reste plus qu'à espérer que ce genre de drame ne se reproduira plus.